L'investissement immobilier reste aujourd'hui une valeur certaine en matière de propriété. Si vous attendez un statut fiscal pour investir dans l'immobilier, c'est que peut-être que vous n'êtes pas vraiment investisseur, mais que vous cherchez juste à économiser de l'impôt. Ça nous a beaucoup coûté en temps, beaucoup coûté forcément en argent. Et j'essaie d'éviter en fait les montagnes russes maintenant et d'avoir un truc qui est plus linéaire, quitte à ce que ça mette plus de temps. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode, un épisode bilan, bilan annuel bien évidemment, bilan 2025. Je suis un peu à la bourre d'habitude, je fais ces bilans plus tôt. J'aurais dû commencer en fin 2025, mais c'est pas grave, on est début 2026, vous aurez quand même un bilan annuel. Je vais commencer par Artae, puis je vous parlerai après de la partie marchand de biens et aussi projet perso, puisque vous qui me suivez depuis le début, si vous êtes encore là depuis les premiers épisodes qui étaient début 2022, vous connaissez mon parcours et puis ça vous permettra aussi de suivre l'évolution un petit peu du patrimoine, des arbitrages, de là où j'en suis plus de 5 ans après avoir écrit mon premier bouquin S'enrichir grâce à l'immobilier, qu'on voit derrière, je ne fais pas de bêtises, voilà, juste derrière. Dans ce nouveau studio, d'ailleurs, dans lequel on peut enregistrer plein de contenus maintenant pour le compte d'Artae, avec toute l'équipe aussi. Et vous allez le voir, au fil de 2026, de plus en plus de personnes différentes vont prendre ce micro en osage pour vous partager du contenu à forte valeur. Vous le savez, je veille au grain, je veille à la qualité du contenu, je veille aussi à la pertinence et à la légitimité des interlocuteurs qui vont intervenir sur ce podcast. Donc voilà, comptez sur moi en tout cas pour toujours conserver une qualité de contenu partagé idéale pour que vous puissiez monter en compétences, le tout gratuitement, et pour qu'on puisse aussi challenger un petit peu vos pensées et peut-être vos a priori aussi sur l'investissement immobilier. On va se focaliser de plus en plus sur l'investissement immobilier. Ça ne nous empêchera pas de faire des projets sur d'autres sujets, bien évidemment, comme j'ai pu le faire à plusieurs reprises sur le podcast, mais on va quand même en faire vraiment un podcast autour de l'immobilier, une chaîne YouTube autour de l'immobilier. D'ailleurs, à ce propos, merci à vous qui nous regardez sur YouTube, à vous qui êtes abonnés sur YouTube, puisqu'on a dépassé avant la fin de l'année les 10 000 abonnés sur YouTube. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Au-delà du nombre qui est intéressant, c'est aussi votre assiduité. Quand on met une nouvelle vidéo en ligne, elle est vue, elle est revue, ça plaît. Donc évidemment, toutes les vidéos ne peuvent pas vous plaire à chaque fois, mais en tout cas, il y en a pour tout le monde, et c'est ça l'essentiel aussi. Donc donnez-nous du feedback, continuez à le faire et on sera encore meilleur, sachant qu'on se remet en question à peu près tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, avec toute l'équipe en interne pour vous sortir du contenu vraiment meilleur à chaque fois. Studio plutôt interne, hein. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse sur le studio. Vous saviez, j'avais monté un studio qui s'appelait la Voûte Studio. Je l'avais monté en 2024 avec d'ailleurs Laura qui est dans l'équipe marketing, qui s'occupe de toute la partie communication marketing chez Artae. On avait monté ce studio pour le podcast Money Tree, pour les vidéos d'Artae, pour aussi enregistrer des vidéos en mode e-learning pour l'Artae Academy. Et puis, on a commencé à louer ce studio parce qu'il y avait un vrai besoin sur Toulouse aussi, dans des murs qui nous appartenaient. Et puis, on a eu l'opportunité de vendre et les murs et le studio à Julien, que je salue d'ailleurs s'il nous regarde. Julien qui a repris la Voûte Studio de main de maître, puisque aujourd'hui, il en fait vraiment un studio très en vogue sur Toulouse, qu'il utilise pour lui, mais très peu pour lui finalement, et surtout beaucoup pour des créateurs de contenu du microcosme toulousain, mais qui devient quand même qui s'étoffe de plus en plus, qui devient de plus en plus gros. Et donc ça fonctionne très bien. Je suis ravi vraiment d'avoir cédé toute cette activité et les murs à Julien qui capitalise sur ça au quotidien. Donc n'hésitez pas, si vous avez un studio à louer sur Toulouse, en tout cas, d'aller sur lavoûte.studio, qui est un site sur lequel vous pouvez voir le calendrier en temps réel et directement réserver vos créneaux pour créer du contenu. Ils ont une équipe super sur les montages, sur les interviews aussi. Vous pouvez avoir un intervieweur en face de vous pour vous donner la réplique. Donc vraiment, je vous invite à aller sur lavoûte.studio pour réserver un petit créneau. Et je remercie aussi Julien de nous avoir laissé enregistrer nos contenus Money Tree, les derniers par exemple que vous avez pu voir à la voûte. Maintenant qu'on a notre studio, on l'embêtera moins et on va le laisser développer son business. Et nous, on va se recentrer sur le nôtre ici, au sein même des locaux d'Artae Immobilier qui sont au centre-ville de Toulouse. Donc voilà, on a fait quelque chose qui nous plaît, on a fait quelque chose qui nous anime aussi au quotidien. On a valorisé le patrimoine local, valorisé cette brique foraine, valorisé cette brique rouge ou rose, comme on a envie de l'appeler à Toulouse. Et voilà, on est là. Donc on est là et les filles ont décidé de mettre
quelques livres par-ci, par-là. J'ai un Monopoly Toulouse à côté de moi que je pourrais vous montrer à l'occasion, qui est intéressant aussi. C'est un peu ce qu'on fait au quotidien pour nos clients chez Artae, hein, finalement, jouer au Monopoly à Toulouse avec des projets clients. Donc voilà, en tout cas, on est là et je suis ravi de démarrer ce bilan avec vous. Donc bilan Artae 2025, j'ai décidé de vous partager ce bilan en plusieurs chiffres, 12 chiffres clés pour être très franc. Donc 12 chiffres clés pour vous partager l'année Artae. Donc ça va être suffisamment exhaustif et à la fois pas suffisamment exhaustif pour avoir finalement l'idée de ce qui s'est passé dans l'année. Je vais commencer par des chiffres et je vais y aller de manière croissante. Donc 1, le chiffre 0. 0, c'est le nombre de team building à l'étranger que j'ai organisé pour l'équipe en 2025. Donc 2024, on était partis tous ensemble à Marrakech. J'avais invité toutes les équipes à Marrakech. Et c'est un super team building pour faire le bilan sur l'année fiscale écoulée, puis rediscuter les objectifs et aussi créer de la cohésion d'équipe, puisque plus Artae grossit, plus les gens sont éparpillés aussi aux quatre coins de la France. Donc c'était très important de faire ça pour moi. En 2023, c'était en Algarve au Portugal, région qui m'est chère, vous le savez, moi qui suis franco-portugais, moi qui est investi aussi en Algarve. Et puis 2025, il n'y en a pas eu. Donc à l'automne 2025, fin d'été, début d'automne 2025, il n'y a pas eu team building. Pourquoi ? Parce que là, en début 2026, et on y est peut-être en ce moment même quand l'épisode sort, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir exactement, ou en tout cas on va y aller, on organise un team building pour toute l'équipe au Canada, au Québec, dans la région de Montréal et dans les Laurentides, donc ça va être vraiment, vraiment très très sympa. Et donc c'est aussi, voilà, pour fêter, on va dire, ce bilan 2025, et puis pour fédérer les équipes et pour remercier aussi les équipes, parce que sans ces équipes Artae ne serait pas Artae. Voilà. Donc ça paraît un peu bateau, mais c'est vraiment important pour moi de faire ce genre de choses auprès des équipes qui s'inscrivent dans la durée, notamment. C'est important aussi. Euh, et c'est un moyen pour moi aussi de pouvoir les remercier indirectement, même si on va un peu travailler évidemment, et c'est le but aussi d'un team building de travailler. Mais le but, c'est aussi de fédérer des humains autour d'un projet commun, autour d'objectifs communs, autour d'une vision commune aussi que je porte, mais que je porte grâce à eux et qui je porte en étant construite grâce à toute l'équipe. Ça, c'est vraiment important pour le manager et l'entrepreneur que je suis. Le chiffre 1, c'est la première filiale en association, montée aussi pour Artae. Jusqu'à présent, on travaillait avec des consultants indépendants dans différentes régions de France. En 2025, au printemps-été, on a monté une première filiale en région lyonnaise. Donc la filiale est basée en région lyonnaise et elle se charge du développement d'Artae en région Auvergne-Rhône-Alpes et en région Bourgogne-Franche-Comté, aussi dans son périmètre. Donc toute la région frontalière suisse, toute la région un petit peu plus montagneuse aussi, et puis toute la partie l'axe, on va dire, de Valence, Lyon, Villefranche-sur-Saône, Mâcon, Bourg-en-Bresse, etc. Tout cet axe-là, voilà, va être piloté par Alex, du coup, qui est directeur général de cette filiale associé sur la région lyonnaise. Alex qui a démarré en consultant chez nous il y a 2 ans et demi maintenant, et qui, après 2 ans de consulting pour nous, du coup, voilà, capitalise aujourd'hui aussi sur une région avec Artae. Et c'est le modèle aujourd'hui qu'on développe chez Artae, c'est vraiment d'impliquer aussi nos collaborateurs, qu'ils soient salariés ou non salariés, dans le développement d'Artae, mais également aussi de leur propre développement, parce que c'est vraiment important pour moi que chacun puisse s'épanouir dans l'équipe. Troisième chiffre que je vous propose, c'est le 2, chiffre 2, j'allais dire le 3, c'est le troisième, mais non, c'est le 2, parce qu'on a commencé par le 0. Et le 2, c'est le nombre d'erreurs de recrutement, coup sur coup, que on a pu faire cette année sur le même poste. Donc voilà, un peu embêtant, parce que c'est un poste assez clé, à savoir notamment la gestion locative et la location. Et on a essuyé pas mal de plâtre, voilà. Donc mauvais casting, peut-être, mauvais profil, peut-être, peut-être mauvaise définition aussi des missions, des attentes, etc. Je sais pas, chacun doit avoir sa part de tort, forcément. En tout cas, ça nous a beaucoup coûté en temps, beaucoup coûté forcément en argent, peu en images, puisqu'on a dû prendre le relais, et notamment Sabrina, que je remercie d'avoir pris le relais en plus de ses autres missions dans la boîte pour justement faire
comme si finalement il n'y avait pas vraiment d'impact pour nos clients, parce que ce qui compte, c'est vraiment l'expérience que vivent nos clients. Mais en tout cas, 2 erreurs de recrutement, coup sur un même poste. Je peux vous dire, vous qui êtes peut-être manager ou entrepreneur ou RH, en tout cas qui avez des notions d'équipe, vous savez combien ça coûte et combien c'est dur pour sortir la tête de tout ça. Donc voilà, pas évident, mais aujourd'hui, on a une personne qui est arrivée là depuis quelques jours et qui est censée prendre le relais sur tout ça et du coup être au niveau cette fois-ci des attentes, en tout cas vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis des nôtres, en termes de qualité de service qu'on a envie de partager. Voilà. Chiffre 4 aussi, ce sont les nouvelles régions au catalogue, entre guillemets, les nouvelles régions qu'on a ouvertes. Ces nouvelles régions, je vais vous les donner comme ça de mémoire, pas forcément dans l'ordre dans lequel on les a déployées d'ailleurs, mais on va avoir la région d'Annecy, grâce donc à l'expansion de donc Annecy et région frontalière suisse, on va dire, au sens large, grâce notamment à l'expansion donc de cette filiale euh, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, donc on appelle Artaï Lyon, puisque c'est la plus grosse ville, on va dire, au milieu de tout ça. Et ensuite, on a ouvert la région lilloise, avec notamment un axe qui est intéressant stratégiquement pour une partie de nos clients qui cherchent du rendement ou de la stratégie hybride, qui va être le triangle entre Lens, Arras et Douai, plus aussi la région lilloise, le centre de Lille, qu'on peut faire aussi évidemment centre historique, etc. Donc la ville de Lille, mais on est plus axé sur le sud que sur le nord de Lille, tout simplement parce que on s'appuie sur des collaborateurs qui ont des compétences et des connaissances du marché et du réseau pour exécuter correctement nos missions auprès de nos clients. Et donc, forcément, on va capitaliser aussi sur eux pour exécuter des projets qu'on maîtrise et non pas qu'on découvre. Voilà, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas s'éparpiller non plus quand on décide d'aller sur une ville. Par exemple, sur Lyon, on est plus actif sur le nord de Lyon que le sud de Lyon, où on va finalement très peu. Maintenant, on pourrait très bien y aller aussi, puisqu'on a la culture quand même de la région, mais on a la culture aussi de l'immobilier. Ça prendra un petit peu plus de temps pour nous, effectivement, de créer un réseau là-dessus. Mais on a les armes, on a le temps et on a la méthode aussi pour le faire plus vite que n'importe quel particulier, finalement. Allez, fini pour les chiffres, on passe au nombre, le nombre 12. Le nombre 12, c'est la taille de l'équipe au début de l'année, donc début 2025, 12 collaborateurs, entre salariés, indépendants, en tout cas 12 collaborateurs. 17, et on verra donc il y a notre nombre pour la fin le nombre de collaborateurs à la fin de l'année, 17. Ce n'est pas donc le nombre de collaborateurs à la fin 2025, mais c'est le retard du chiffre d'affaires en pourcentage sur l'objectif qu'on avait prévu chez Artae. Donc on a fait 17% de CA en moins que ce qui était prévu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En général, quand on fait du moins, c'est que c'est pas bien. Donc oui, moi je suis un peu déçu du fait qu'on n'ait pas fait notre objectif. Les objectifs, ils sont issus, c'est intéressant peut-être de passer un peu de temps là-dessus pour vous expliquer comment on travaille les objectifs chez Artae. Et ça, c'est aussi grâce à mes expériences de direction de pôle dans les sociétés en tant que salarié que j'ai pu aussi me confronter à ça et de comment on pouvait travailler un budget prévisionnel assez tôt dans la saison d'ailleurs pour l'année suivante. Et ça, je l'ai appris vraiment au contact d'entrepreneurs qui m'ont inspiré positivement ou négativement, mais qui enfin en tout cas ont fait la personne que je suis, ont participé à ça, avec certains qui étaient plus optimistes, d'autres plus pessimistes aussi, d'autres plus réalistes. Je crois aujourd'hui moi, on peut dire que je suis plus du côté réaliste sur les budgets prévisionnels. J'arrive à taper à peu près dans le 1000 en général. Voilà, j'ai une assez bonne vision de ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est incapable de faire aussi. Voilà, là, moins 17%, je suis un poil déçu sur le volume, mais franchement, à 10% près, un BP, c'est quand même assez rare de le tenir, surtout qu'on ne l'a jamais révisé de l'année, donc c'est vraiment le budget prévisionnel prévu dès le démarrage de l'année, dès le premier euro de l'année fiscale, jusqu'à la fin. Bon, voilà, je trouve que c'est pas trop déconnant. Si toutes les boîtes, à mon avis, n'avaient pas à réviser des BP dans l'année, elles seraient assez contentes. Malgré tout, ça reste un moins 17 et pas un plus 17. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu mieux faire. On peut l'expliquer par pas mal de choses, notamment une conjoncture qui est quand même toujours assez compliquée, notamment dans le monde de l'immobilier. Mais bon, on ne peut pas se cacher derrière ça non plus. On n'a pas vraiment été bon en marketing. Même si de l'extérieur, certains nous considèrent comme pas mauvais en marketing, on est bon en communication, on est un peu moins bon en marketing, donc c'est des choses qu'on doit améliorer. Si j'ai des confrères qui me regardent, comme ça vous avez l'info en tout cas, mais j'ai aucun problème avec ça. Nombre 19, c'est la taille de l'équipe à date.
Voilà, donc la taille de l'équipe à date, mais même je crois qu'on est 20 maintenant. Il me semble qu'on est 20, puisque du coup, il y a cette personne qui est arrivée, comme je vous dis, pour la gestion locative entre-temps. Donc voilà, on est passé de 12 à 20 personnes dans l'année. Ça fait une grosse croissance, hein, c'est beaucoup. Il y a du salarié, il y a du non-salarié. Voilà, c'est à peu près moitié-moitié. Donc voilà, il y a de l'onboarding à faire, il y a des process à assimiler, il y a une culture d'entreprise à transmettre, une image à conserver, il y a une qualité de service à ne pas dégrader, il y a de la délégation à faire sans justement qu'il y ait d'impact vis-à-vis du client. Donc il y a plein de contraintes à la fois pour les gens qui embarquent dans l'aventure, pour rentrer un petit peu dans ce moule ou en tout cas s'adapter, parce que c'est même pas rentrer dans le moule, parce que chacun a vraiment sa façon de faire. Mais il y a aussi beaucoup de travail pour l'équipe quand une nouvelle personne arrive, parce que il faut éduquer, parce qu'il faut apprendre, parce qu'il faut montrer, il faut former, etc. Donc c'est de la bande passante aussi, ce qui voilà, ce qui nous prend forcément un peu de temps sur d'autres tâches qu'on pourrait faire et à peu près à tous les profils. Donc c'est vrai que quand on a une croissance qui est trop forte, c'est pas bon non plus. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de maîtriser aussi une croissance plutôt acceptable, de sorte à ne pas se retrouver en mode start-up qui lève des fonds et qui fait n'importe quoi en recrutant des profils à tout va et qui est même pas capable de prendre le temps de les onboarder correctement dans la boîte. Voilà, donc nous on est plus sur un modèle familial où chaque personne qui va rentrer, on va passer du temps et on va dédier du temps pour cette personne, on le sait, et c'est difficile de le faire pour 5 personnes en même temps. Voilà, donc on essaie de lisser un petit peu notre croissance, et je crois que ça a un côté aussi rassurant pour moi de me dire qu'on y va tranquillement et qu'il y aura... j'ai eu beaucoup de swing dans ma vie d'entrepreneur, d'investisseur, de joueur de poker, de toutes les vies que j'ai eues, et y compris aussi sportivement d'ailleurs. Et j'essaie de, voilà, d'éviter en fait les montagnes russes maintenant et d'avoir un truc qui est plus linéaire, quitte à ce que ça mette plus de temps. Peut-être que parce que j'ai gagné en sagesse et en patience aussi. Et c'est vrai que l'impatience, on a tendance à mettre des coups de bourre, puis après à s'essouffler, etc. Mais voilà, là, c'est peut-être ça aussi qui fait que la croissance est un petit peu plus souple. Voilà. 22,5, c'est notre pourcentage de BE, donc excédent brut d'exploitation consolidé, donc sur les activités du groupe, voilà, qui est plutôt un indicateur de rentabilité assez intéressant, le BE. Dans les clous, c'est ce qu'on avait prévu. Donc on a fait un peu moins de chiffres, mais avec un ratio équivalent de BE. Donc, on a fait moins de résultats que prévu aussi, évidemment. Donc, on est un peu en retard aussi sur ces chiffres. Mais c'est pas grave. Malgré tout, on a quand même conservé, même si on a eu des dépenses qui n'étaient pas prévues, on a eu des recrutements qui n'étaient pas prévus, on a réussi quand même en arbitrant des dépenses. Et c'est le rôle d'un chef d'entreprise aussi que de jongler avec ses dépenses, ses charges, ses rentrées, sa trésor, etc. Et de faire en sorte de respecter ce budget. C'est vraiment important pour moi de tenir sur ce budget. Et encore une fois, je l'ai appris d'expérience salariée. Et je pense que ces expériences salariées m'ont permis aussi à mieux gérer des boîtes aujourd'hui. Donc voilà, je me sers de ça pour qu'on soit le plus aligné possible avec ce qu'on a prévu de faire, en tout cas au début de l'année. Et puis 55, c'est la croissance de notre chiffre d'affaires en pourcentage par rapport à l'année précédente. Donc oui, ça peut paraître beaucoup quand vous m'entendiez dire peut-être croissance lissée et tranquille, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus que ça, on aurait pu doubler les chiffres et donc faire 100% de croissance. Mais j'avais encore une fois envie de le faire proprement, de ne pas griller les étapes, de conserver aussi un ratio de rentabilité important, parce qu'une boîte, elle ne se développe pas qu'avec son chiffre d'affaires, elle se développe aussi avec ses fonds propres. Donc quand on ouvre d'autres villes, quand on forme d'autres gens, quand on fait des embauches, quand on achète des locaux pour recevoir nos clients, qu'on les rénove, qu'on les aménage, quand on aménage un studio comme ça, vous doutez bien que tout ça, c'est pas gratuit. Et tout ça, il faut le financer. Ce n'est pas le chiffre d'affaires qui le finance, c'est la rentabilité d'une société. Et donc, c'est important pour moi d'allier la croissance du chiffre d'affaires avec celle de la rentabilité. Et donc, forcément, de ne pas griller les étapes. Voilà. Donc, 55, aujourd'hui, c'est un bon, je trouve, un bon taux de croissance. Hein. On n'a pas à rougir de ça. Et à la fois, il est suffisamment mesuré pour ne pas qu'on se brûle les ailes. Voilà, et ça, c'est vraiment important. C'est important pour nos équipes, c'est important pour les actionnaires in fine, de la société évidemment, mais c'est important pour nos clients aussi. Parce qu'une entreprise, et on l'a vu dans notre métier, qui se casse la gueule et qui a vendu des promesses partout et qui du jour au lendemain se met en redressement, voire en liquidation directement parce qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse, ça laisse des clients sur le carreau, ça laisse très peu de marge de manœuvre sur la correction éventuelle de bugs qui auraient eu dans la matrice, et surtout, ça ne laisse aucune place au développement de la société.
et à la pérennité de la société dans le temps. Voilà. Et c'est vrai que 2024-2025 ont vu quand même des acteurs de notre marché disparaître, tout simplement. Disparaître. Et encore il y a quelques semaines, un dernier en date qui était dans les numéros 3 du marché. Donc le premier a disparu. Le troisième, je dirais, a disparu. Le deuxième est devenu premier. Je ne sais pas où on se situe, mais en tout cas, on doit être, à mon avis, dans les 10 au national, sachant qu'on est très actif de manière régionale, surtout sur le sud-ouest. Euh, voilà, donc on a notre place à prendre, mais je veux y aller tranquillement. C'est important pour moi de le faire euh, à l'échelle d'un être humain, en fait. 127, c'est le nombre de clients qui nous a fait confiance cette année. Donc 127 clients nous ont fait confiance cette année. 127 clients, ça ne veut pas dire 127 projets, ça veut dire peut-être plus de projets, puisque certains clients font plusieurs projets avec nous. En tout cas, on est sur une bonne dynamique aujourd'hui. Voilà, donc on attend de voir ce que nous réserve 2026, mais en tout cas 2025 a été une riche année en matière de confiance client. Ce qui est important pour nous parce qu'on a de plus en plus de clients qui nous recommandent, de plus en plus de clients qui refont des projets avec nous. Et ça prouve quand même, je trouve, la stabilité d'une activité, ça prouve le sérieux d'une activité aussi à terme. Et donc, je suis plutôt content non seulement du nombre de clients, mais aussi de la typologie des clients qu'on a. Voilà. Et encore une fois, d'ailleurs, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, on a de tout comme client, c'est-à-dire que vous pouvez être salarié, vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez être étudiant, vous pouvez avoir 21 ans comme notre plus jeune client, comme 65 comme nos clients les plus âgés. Vous pouvez investir en famille comme tout seul, avec des potes, en SCI, etc. et faire des projets autour de 80 000 à 100 000 euros jusqu'à 1,5 million, 2 millions sans aucun problème. Donc voilà, on est capable de s'adapter à ça. On a les équipes suffisamment câblées et on a des process aussi suffisamment éprouvés pour justement pouvoir répondre à peu près à tous les types de projets. Voilà, principalement sur du résidentiel, mais on peut faire aussi du commercial du moment que ça reste accessible et encore une fois à taille humaine. On ne va pas vous faire 3000 mètres carrés de bureau, c'est pas notre métier. Mais voilà, on peut s'adapter à tout. Donc c'est important de savoir aussi, pour vous qui nous regardez, qui vous demandez qui on est, ou si vous devez nous faire confiance sur un projet clé en main, voilà, on en discute, on passe du temps et on peut le faire évidemment en fonction de vos objectifs surtout et votre horizon d'investissement, vos besoins, on s'adapte à tout. 10 000, je vous l'ai dit, 10 000, je vous l'ai dit en début, c'est le nombre d'abonnés sur notre chaîne YouTube, donc ça y est, on rentre dans les gros nombres là, dans les grands nombres. 10 000, c'est beaucoup et pas beaucoup, et je vais vous dire pourquoi. Beaucoup parce que on n'a jamais eu autant d'abonnés, donc forcément c'est beaucoup, mais pas beaucoup compte tenu du travail que ça demande de vous créer tout ce contenu à la fois sur le terrain, à la fois en studio, à la fois du contenu théorique comme pratique, comme concret. Vous le savez, sur notre chaîne YouTube, on partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses concrètes. Et donc, c'est assez frustrant de voir qu'il y a pléthore de chaînes avec un contenu qui n'est pas vraiment sensé ou assez vide de sens, qui ont forcément beaucoup moins d'abonnés, beaucoup moins de visibilité, etc. Donc, je vous demande, vous qui en tout cas appréciez, si vous n'appréciez pas, ça ne sert à rien, mais si vous appréciez le contenu qu'on sort, vous appréciez aussi cette franchise, cette sincérité qu'on a à travers le partage du contenu et puis la technicité des fois aussi de certaines vidéos et le fait qu'on partage plutôt du contenu concret et terrain que théorique comme on peut en trouver partout, bien que ça ne nous empêche pas de partager aussi du théorique, bah, dites-le autour de vous, abonnez-vous déjà si ce n'est pas le cas, mettez-nous des likes, mettez-nous des commentaires, aidez-nous à nous motiver aussi, parce que les équipes en ont besoin. Voilà, aujourd'hui, Artae, c'est 3 personnes au marketing et à la communication, 3 personnes sur la création de contenu, donc, mais pas que. Donc, voilà, puis comme je vous le dis, il y a du matériel, il y a de l'investissement, et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir ce feedback pour continuer à motiver les troupes. C'est essentiel même. Et puis 1 million, donc 1 million, c'est la barre symbolique donc c'est un gros nombre, pas mal de zéros, mais pas suffisamment pour certains et puis beaucoup trop pour d'autres. Mais c'est la barre symbolique du million d'euros de chiffre d'affaires qui a été dépassé pendant l'année 2025. Donc ça aussi, c'est une petite fierté parce que ce chiffre d'affaires, il est fait sans facturer de travaux, puisque nous ne sommes pas une entreprise de travaux, nous n'avons pas de filiale travaux, nous ne faisons pas les travaux pour le compte de nos clients, contrairement à nos concurrents. D'ailleurs, les deux qui ont fondu les plombs faisaient des travaux, donc
vous comprenez aussi pourquoi j'ai fait le choix de ne jamais internaliser les travaux. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup posé la question. J'en parle encore régulièrement, on me pose encore la question. Je pense que pendant 1 an, à peu près, tous les matins, je me suis posé la question. Tous les soirs, en m'endormant, je me suis posé la question, parmi tant d'autres. J'ai fait ce choix de ne pas internaliser les travaux. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait un conflit d'intérêts vis-à-vis d'un client entre le fait d'avoir une entité de travaux qui doit gagner de l'argent, faire sa marge, payer ses charges, ses salariés, etc. Et puis, encore une fois, gagner de l'argent comme toute entreprise pour se développer, renouveler son matos, etc. Et puis, de l'autre côté, des intérêts de nos clients qui nous paient pour suivre les travaux, etc. Et qui nous paient pour défendre justement leurs intérêts. Donc, je voyais mal comment faire coexister les deux. Je voyais mal aussi comment internaliser les travaux partout en France. Il n'y a pas suffisamment de volume pour faire tourner une boîte de travaux. Donc ça voudrait dire que j'aurais été un contractant général, comme beaucoup d'ailleurs de boîtes de travaux 2.0. Donc ça veut dire avec des marges sur les coûts d'artisans. Bon, pas vraiment fan du modèle, que je trouvais pas vraiment suffisamment éthique et transparent vis-à-vis de nos clients. Donc j'ai préféré ne pas internaliser les travaux et rester hyper objectif en la matière. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça nous sert clairement et ça nous aide aussi voilà, à être plus libérés vis-à-vis de la défense de nos intérêts clients, tout en mutualisant quand même du chiffre d'affaires avec des artisans avec qui on a l'habitude de travailler. Et ça se passe plutôt bien comme ça. Mais c'est vrai que si on ajoutait ce volume d'affaires travaux à Artae, on pourrait facilement tripler le chiffre d'affaires, faire fois 2,5 ou fois 3 facilement. Donc voilà, encore une fois, c'est pas la course au chiffre d'affaires, c'est plutôt la course à rien du tout d'ailleurs. C'est juste pérenniser une activité pour tout le monde, clients, collaborateurs et actionnaires, évidemment. Voilà, vous avez 12, je vous ai partagé 12 grands chiffres, petits et grands chiffres, qui résument bien l'année Artae, mais surtout ce que je retiens, c'est une expérience humaine hors norme, comme je pense chaque entrepreneur le vit dans son entreprise. Donc on pense tous que c'est hors norme, mais en fait on voit que dans chaque entreprise de notre taille, ça peut être la même aventure qui est vécue par des personnes différentes. Mais c'est vraiment une belle expérience humaine, c'est vraiment une belle aventure. C'est un régal de travailler avec mes équipes aussi au quotidien. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Et donc, ça ne peut pas se valoriser en chiffres ou en quoi que ce soit. Par contre, c'est aussi du confort pour l'entrepreneur que je suis au quotidien. Et donc, je remercie, j'en profite aussi pour remercier vraiment toutes les équipes, tous les gens qui travaillent autour d'Artae, que ce soit même nos partenaires ou des prestataires. Voilà, en tout cas, on aime travailler avec des gens qui nous ressemblent. Et finalement, on n'est jamais déçu quand c'est le cas, en général. Maintenant, le challenge à venir, il est quand même ambitieux. On a prévu 70% de croissance en 2026. 70% de croissance, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je vous dis, on a fait 55 cette année. Donc, c'est beaucoup, sachant qu'on veut conserver un ratio de rentabilité aussi identique, hein, qu'on ne veut pas le dégrader. Et on a des investissements en cours, puisque on a signé dernièrement un compromis pour acheter de nouveaux locaux en centre-ville de Toulouse afin d'agrandir les locaux pour l'équipe, pour absorber aussi notre croissance. Donc, il dit acquisition, on dit argent nécessaire pour facturer, pour financer, pardon, ou alors financement. Ça dit aussi travaux, forcément. Ça dit aussi charges supplémentaires derrière. Donc voilà, et puis en centre-ville de Toulouse, les prix ne sont pas les mêmes que dans des villes centre-ville de Limoges, quoi. Donc forcément, il faut le financer tout ça et on a besoin que la boîte se développe. Voilà, c'est un peu un cercle vicieux, mais il faut que la boîte se développe pour que les infrastructures suivent et il faut que les infrastructures suivent pour que la boîte se développe. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais malheureusement, je pense qu'on en est tous là. Et il y a toujours une période charnière où on n'a pas suffisamment de business pour accepter une infrastructure trop grande, où on a trop de business pour l'infrastructure qui, elle, n'a pas suivi. Donc il faut prendre le risque d'un côté, soit on dégrade la qualité de service auprès des clients, soit on dégrade la marge et on prend un risque financier. Et moi, je fais plutôt ce choix en général, je prends le risque financier, je prends le risque moi-même, mais je ne le fais pas porter par le client à prendre du volume d'affaires sans avoir l'équipe derrière, en étant sous-staffé, etc. Je préfère être surstaffé, par exemple, et bien exécuté pour nos clients plutôt que le contraire. Voilà, avec une clôture au 30 septembre sur le groupe Artae. Donc du coup, il y a déjà un premier trimestre qui est passé. Pour l'instant, on est dans les clous, mais la route est encore longue. Il nous reste les 3/4 de l'année à faire pour être dans l'objectif ou pas. Donc sachant que
les mois qui arrivent ont des objectifs de chiffre d'affaires qui sont quand même assez importants. On va voir aussi ce que nous pond la loi de finances, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'attentisme, et vous, peut-être qui nous regardez, vous êtes dans cet attentisme, loi de finances, je fais pas, statut de bailleur privé, etc. Vous connaissez peut-être mon avis, ceux qui me suivent depuis longtemps, qui est assez tranché. Si vous attendez un statut fiscal pour investir dans l'immobilier, c'est que peut-être que vous n'êtes pas vraiment investisseur, mais que vous cherchez juste à économiser de l'impôt ou à faire le gagne petit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que peu importe ce qui va se passer sur cette loi de finances 2026, euh, l'investissement immobilier reste aujourd'hui une valeur certaine euh, en matière de propriété et en matière de flexibilité aussi. Je ne dis pas en termes de liquidité par rapport à une action, mais je dis en termes de flexibilité dans le sens où elle nous appartient. L'immobilier, c'est à nous, c'est pour nous. On a le choix de vendre ou de ne pas vendre, de louer ou de ne pas louer, de faire de la courte durée ou la longue durée, etc. Bref, on a le choix, on est chez soi, ce qui n'est pas le cas d'une SCPI où on va subir la chose, ce qui n'est pas le cas des marchés financiers où on va subir aussi les choses. Et puis, moi, vous le savez aussi, je ne suis pas un radical de l'immobilier. Je pense qu'il faut faire un peu de tout et que l'immobilier a forcément sa place dans n'importe quel portefeuille aujourd'hui patrimonial et de manière plus ou moins grande en fonction de l'appétence qu'on a sur l'immobilier ou non. Voilà, ça c'est ma conclusion, mais en tout cas, l'immobilier n'est pas mort, loin de là. L'immobilier se fait peut-être différemment et c'est aussi pour ça qu'il faut certainement vous rapprocher d'entreprises comme les nôtres ou d'autres types d'entreprises, en tout cas pour se faire accompagner si jamais vous n'avez pas la notion et la vision macro du phénomène immobilier de manière générale. Et puis si vous n'avez pas la connaissance non plus micro d'un marché, puisque j'en parlais encore hier à un repas de famille avec un ami de la famille qui a investi pas mal et qui a fait quand même pas mal d'erreurs de choix, notamment sur du montage fiscal, de l'arbitrage d'immobilier pour aller sur de la SCPI, etc., sans se rendre compte vraiment de la fiscalité et des impacts que ça pourrait avoir derrière. Donc attention à ce que vous avez en tête versus ce qu'il est possible de faire, parce que ça peut aller dans les deux sens, et parfois ça peut faire mal, et parfois ça peut donner des bonnes surprises. Donc attention. Bon ben j'ai complètement zappé, je me suis embarqué dans Artae de vous parler du marchand de biens. J'étais suffisamment bavard sur Artae aujourd'hui, je pense que vous m'avez assez entendu, pardon. Donc vous allez attendre là pour le coup sur le bilan marchand de biens. Et je ferai un bilan marchand de biens et un bilan IMO, investissement perso, etc. Plus personnel. Je le ferai en même temps. Promis, comme ça ne durera pas plus longtemps que le bilan Artae. Je vous retrouve du coup sur le prochain épisode pour ce bilan marchand de biens et patrimoine perso. Voilà, donc merci à nos clients, merci à nos équipes, merci à nos partenaires, merci à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, donc vous forcément. Merci beaucoup, notamment grâce à nos contenus réguliers, les webinaires, les vidéos YouTube, Instagram au quotidien aussi. Si vous n'êtes pas abonné à Instagram, si vous n'êtes pas abonné à notre page LinkedIn, etc., faites-le, là où vous êtes le plus à l'aise sur les réseaux. Mais Instagram, on partage beaucoup de choses, on a une équipe en or qui sort du contenu assez sympa. Donc voilà, c'est votre meilleur moyen aujourd'hui de nous remercier. Et puis évidemment, abonnez-vous à notre newsletter si jamais vous voulez suivre nos aventures. Et on partagera de plus en plus de projets aussi concrets. Et j'allais l'oublier, et vous voyez que je suis un très mauvais marketeur, même si c'est une bonne partie de ma carrière. Mais quand il s'agit de nous vendre nous-mêmes, j'ai toujours un peu de mal. Abonnez-vous à notre newsletter pour ne pas rater aussi une nouveauté qu'il va y avoir en 2026, qui est le fait de vous proposer et de vous propulser des offres qu'on aura en off-market sur certaines régions de France. Ça sera du vrai off-market, pas du off-market bullshit. Ça veut dire que chaque mois, sur notre newsletter mensuel, on vous partagera sûrement 1, 2, voire 3 opportunités. Ça dépendra des régions en France, comment ça tombe, hein, mais dans différentes régions de France, qu'on pourra vous présenter très rapidement, sur lesquelles il faudra être assez réactif. Mais c'est aussi pour vous activer, vous qui êtes un peu dormant et hésitant derrière. C'est vrai que des fois, il suffit d'avoir un projet concret en face pour pouvoir passer le pas, passer à l'action, et vous serez accompagné, vous bénéficierez du même qualité de service que tous nos clients, évidemment, pour qui on est sur le terrain toute la journée. Voilà. Merci encore de nous avoir écoutés. Restez bien abonnés, restez bien alertes, parce qu'il y aura encore de grandes choses en 2026 auprès d'Artae. Encore une fois, merci à tous. Ciao, ciao.